Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, c'est un plaisir effectivement de parler aujourd'hui d'un sujet qui n'est pas du tout simple, euh, qui sont les myasthénies réfractaires plutôt que résistantes. On appelle les myasthénies auto-immunes réfractaires. Quelle prise en charge? Alors, on sait très bien que la myasthénie auto-immune est une pathologie qui est déjà rare. Et donc, ça explique un peu les difficultés des études et l'hétérogénéité un peu d'avoir des conclusions concernant pas mal de thérapeutiques et de prise en charge. Et surtout que la myasthénie auto-immune a toujours posé un problème de défi physiopathologique. Parce qu'au début, il y a 20 ans, il y a 15 ans, on traitait tous les malades comme anti-RAC. Et on ne comprenait pas pourquoi il y a certains patients qui ne répondaient pas, ou certains patients qui se retrouvaient en réanimation, qui décédaient en fait. On a passé ces époques un peu de myasthénie. À l'époque, on disait qu'il ne répond pas à un traitement. Et en fait, on ne comprenait pas tous les mécanismes physiopathologiques. Parce que si on revoit un peu les statuts sérologiques des myasthénies auto-immunes, vous allez voir que l'anti-RAC, il sort en premier, c'est 80%, et que le mécanisme, il est différent. C'est des immunoglobulines G1 et 3 et qui activent le complément, qui va entraîner l'activation du complexe d'attaque membranaire et qui va détruire la membrane postsynaptique, alors que l'antimusc qu'on a découvert plus récemment, qui est un IG4 et qui n'active pas le complément. Voilà une des explications pourquoi peut-être qu'on n'était pas efficace sur toutes les myasthénies auto-immunes et qu'on perdait certains malades. Après, on a eu la découverte de LRP4 et le nom d'Angela Vincent revient parce que ça a été la première à décrire cet anticorps et qui ne représente que 1 à 30% des doublements séronégatifs. Et là, c'est une entité qu'on ne comprend pas encore parfaitement parce qu'on pense qu'elle active, le complément. Et donc, après, on a découvert plein d'anticorps, les anti-agrines, les anti-tétine, les anti-RIR, les anti-canal potassique, qui sont souvent associés. Et donc, ça explique que même la réponse thérapeutique de ces myasthénies auto-immunes, elle est différente quand on a des myasthénies. Et je pense que mes collègues sur le terrain, sur le pratique, ils voient un peu tout ça. Et juste pour vous résumer cette complexité, c'est ce récepteur un peu tout est lié à tout. Et donc, si un se déconnecte, si un se dysfonctionne, donc ça va entraîner plein de dégâts. Alors, revenons maintenant à un défi plutôt nosologique et thérapeutique qui est la myasthénie auto-immune réfractaire. Et pourquoi j'ai dit c'est un défi nosologique en premier? Parce que on n'a pas de définition consensuelle. Comment je peux définir une myasthénie auto-immune réfractaire? Comment vous pouvez définir une myasthénie auto-immune réfractaire? On n'a pas de consensus. Je vais vous donner un peu ce que la littérature, ce que les centres un peu experts ont pu un peu déclarer comme définition. Et là, vous voyez un peu sur les principales études, la fréquence, elle varie entre 8,5 à 20% des myasthénies auto-immunes, et quand même un chiffre alarmant et très important quand on va comprendre un peu le fardeau de cette myasthénie auto-immune réfractaire. Alors, comment on définit ce n'est pas uniquement ce qu'on entend parler par réfractaire au traitement, mais c'est plutôt réfractaire ou intolérant au traitement. C'est ça ce qu'on classe un peu dans cette rubrique myasthénie auto-immune réfractaire. Et là, il y a 5 points qu'on a chez ces malades. C'est l'échec à répondre adéquatement à ces thérapies conventionnelles. On n'entend pas conventionnel, bien sûr, les traitements symptomatiques avec une corticothérapie, au moins un immunosuppresseur pendant une durée suffisante pour dire que je suis réfractaire. La difficulté ou l'incapacité de réduire les thérapies immunosuppressives sans recours et sans rechute clinique et sans recours à des thérapies de sauvetage, ce qu'on appelle les thérapies de sauvetage, qui sont les immunoglobulines et les échanges plasmatiques. Troisièmement, avoir des effets indésirables sévères ou intolérables, c'est l'intolérance au traitement. Avoir des comorbidités importantes pour utiliser les thérapeutiques conventionnelles, ou bien avoir des crises myasthéniques fréquentes malgré la thérapie en cours. Donc, c'est un peu les 5 points qui ont été publiés par l'équipe italienne de Montegaza et qu'on utilise actuellement comme référence sur les autres publications et séries pour définir la myasthénie auto-immune réfractaire. Alors, d'autres fondations américaines qui disent que c'est d'avoir un MGFA, c'est-à-dire la Myasthenia Gravis Foundation of America de 2B+, et d'avoir plus de crises et de rechutes qui ont nécessité une intervention thérapeutique.
Et c'est là où la fondation allemande, ils se sont réunis pour définir un score. C'est-à-dire, ils se sont dit, mais quand même, on doit avoir un score sur lequel on doit se baser pour dire que ma patiente ou mon patient va avoir une myasthénie réfractaire ou bien répond aux critères d'une myasthénie réfractaire. Et ils ont défini un score qui prend en compte 4 items, c'est-à-dire la gravité, bien sûr, de la maladie initiale, l'inefficacité de traitement, l'arrêt des traitements en raison d'effets secondaires ou le séjour prolongé en soins intensifs. Et ils ont défini ça, c'est-à-dire si vous avez un score de plus de 20, vous pouvez dire que votre malade, elle a une myasthénie réfractaire. Et là, vous voyez un peu le détail de ce SAM score en se basant sur la classification. Donc, vous voyez que c'est plus les grades 3 et plus. On a l'inefficacité de traitement, et là, c'est en fonction du thérapeutique que vous avez utilisé, c'est-à-dire entre azatioprine, mycophénolate. Et là, vous voyez que le rituximab prend 8 points. C'est-à-dire, si vous avez un traitement rituximab qui ne répond pas, donc vous gagnez en réfractaire, et donc vous allez avoir les critères de réfractaire. Après, il y a les traitements arrêtés à cause des effets secondaires, et le séjour en unité de soins intensifs de plus de 42 jours. Après, on a commencé à voir quels sont les facteurs associés, c'est-à-dire quels sont les éléments qui peuvent nous dire que peut-être ma myasthénique va avoir une forme qui va ne pas répondre au traitement ou avoir des difficultés à suivre ces traitements. Et c'est là que je planche un peu deux grandes études rapidement. Une étude espagnole, et là vous voyez l'effectif qui est quand même très important, et qui ont scindé un peu les groupes en antiPAC, qui sont les plus fréquentes bien sûr, les anti-MuSCA, les doublements séronégatifs et l'association des deux anticorps. Et là, on voit un peu le pourcentage du caractère réfractaire en fonction de la sérologie ou bien de statut sérologique. On voit que les MuSCA sont quand même parmi les formes les plus réfractaires. L'association anti-RAC, anti-MuSC, on ne peut pas dire grand-chose, qu'on n'avait que 2 cas et un cas était résistant, donc 50% si on veut rester un peu dans la logique des chiffres. Et là, ça fait sortir un peu les paramètres qui sont statistiquement significatifs, que je vais résumer à la fin sur une diapositive. La deuxième étude, c'est l'étude de Montegaza, qui a proposé les critères de réfractaire ou de résistance et qui a également fait sortir ces 4 éléments très importants. C'est-à-dire, si vous avez un statut sérologique anti-muscle, c'est plus réfractaire. Si vous avez un thymome ou vous avez subi une thymectomie, c'est un élément, parce que la présence d'un thymome a été corrélée à la diminution de la probabilité d'avoir un clinical remission, c'est-à-dire state, c'est-à-dire le statut de rémission clinique. Si vous êtes jeune, donc c'est un élément en faveur, et le sexe féminin, puisque dans les formes résistantes, on a 74 de sexe féminin. Donc ces 4 éléments ont été associés donc, au caractère réfractaire. Alors, avant d'aborder tout ce qui est pharmacologie, parce qu'une prise en charge ne se base pas uniquement sur la pharmacologie, mais sur le concept de comprendre, poser le bon diagnostic, connaître un peu le fardeau. Et donc, la seule étude qui s'est intéressée au fardeau de la myasthénie réfractaire était celle-là, et qui a donc donné un peu des chiffres quand même alarmants, c'est-à-dire 3,5 fois plus d'hospitalisation, 2 fois plus susceptibles de se rendre aux urgences pour les formes réfractaires, plus de malnutrition parce qu'ils ont plus de formes bulbaires et de troubles déglutition et de troubles respiratoires. Et on avait même étudié un peu l'impact sur le chômage et le travail. Et donc, les formes réfractaires étaient corrélées à cette incapacité de travailler à un taux de chômage plus important. Là, vous voyez juste le résumé de l'étude qui montre un peu les visites à l'emergency room, c'est-à-dire aux urgences, les hospitalisations, les exacerbations. Donc, ça confirme un peu ce caractère et ce fardeau très important sur le plan clinique. Alors, sur le plan sévérité, et là, vous savez très bien que dans la myasthénie, et là, je vais citer ces 3 scores parce que c'est ce qu'on va utiliser dans la pharmacologie et c'est ce qui est souvent utilisé. C'est le Quantitative Myasthenia Gravis, c'est la Myasthenia Gravis Quality of Life 15 items, et c'est le Myasthenia Gravis Daily Activities of Daily Living. C'est les 3 scores qu'on utilise souvent quand on va essayer une molécule. Et là, ça montre cette corrélation entre le score élevé de QMG avec la perte en qualité de vie automatiquement. Alors, le fardeau de traitement, j'en passe, que c'est des malades qui sont obligés de suivre le traitement pendant longtemps, des fortes doses avec toutes les complications possibles, le recours aux immunoglobulines, à la plasmaphérèse, donc avec toutes les complications possibles.
Alors, arrivons maintenant à tout ce qui est Zumab, Mumab et Imab et tout ce que vous connaissez comme MAB. Je suis désolé parce que je vais vous donner des noms un peu bizarres, mais c'est pas l'objectif. Alors, on sait très bien que dans la myasthénie auto-immune, il y a cette approche par étapes, c'est-à-dire on commence toujours les anticholinergiques, on commence la corticothérapie, on commence les immunosuppresseurs classiques, et classique, c'est connu comme azatioprine, mycophénolate, cyclosporine, pour la grande majorité des études, tacrolimus pour certains, mais on reste un peu sur le classique. Et après, si on répond aux critères de réfractaire, on doit passer à un niveau supérieur de thérapeutique. Et ce qui sort en premier, c'est le rituximab. Le rituximab, comme thérapeutique, et comme thérapeutique pratique dans notre contexte marocain, parce qu'il est présent, il est disponible et qui a montré une grande efficacité. Je vais vous montrer sur ces deux études. Alors, c'est un anticorps monoclonal, anti-CD20, et qui agit par double mécanisme, ce qui peut expliquer son efficacité plus sur les muscles, et je souligne cette notion, parce que c'est ce qui ressort sur les études, mais il peut agir sur les anti-RAC, parce qu'il a une action via la cytotoxicité dépendante d'anticorps et dépendante du complément. Alors, l'étude qui a démontré l'efficacité, elle a montré, c'est-à-dire une réduction significative des doses de prédnisone jusqu'à arrêt de la corticothérapie, une réduction des besoins en immunoglobulines et en plasmaphérèse, et une réponse rapide et durable. C'est une des caractéristiques de rituximab. Plus les MuSCA qui ont atteint ce qu'on appelle le Minimal Manifestation State, et c'est un score qui est très utilisé pour l'évaluation de ces malades myasthéniques, plus que les anti-RAC qui ont besoin de plus de perfusion et qui n'atteignent pas le plus souvent le MMS. Alors, à travers cette deuxième étude que vous voyez, c'est juste pour dire que sur cette étude, on a inclus 24, méta-analyse plutôt, 24 études, 400 patients quand même, différents statuts sérologiques, anti-RAC, anti-musc et doublement séronégatif. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a une amélioration par le rituximab, mais il y a des facteurs influençant l'efficacité. Des facteurs qui influencent, c'est d'être du groupe MuSCA, avoir une myasthénie légère à modérée plutôt que sévère, et de démarrer le rituximab le plus tôt possible. Donc, c'est les trois facteurs qui peuvent influencer l'efficacité de cette molécule. Alors, la deuxième qui sort, c'est l'éculizumab. L'éculizumab, je vous donne même le nom commercial, le Soliris. Et là, c'est un autre mécanisme d'action qui est différent du Ritux et qui va agir sur le composant C5. L'action sur le composant C5, c'est-à-dire en aval, c'est-à-dire après la fixation sur le récepteur, et donc il va inhiber et donc éviter la formation de ce complexe d'attaque membranaire et donc empêcher la dégradation et la destruction de la membrane postsynaptique. Alors, Regain, c'est l'étude clé, 125 cas, et même si elle n'a pas atteint l'objectif primaire qui est le MGADL, elle a pu atteindre les autres objectifs que je viens de citer, les autres scores, et donc ça a été positif. C'est pour ça qu'il y avait l'approbation de l'Agence européenne du médicament et de la FDA pour cette molécule pour les formes anti-RAC positives. Donc ils ont l'AMM pour cette forme, pas pour les autres. Alors, deuxième particularité de l'éculizumab, c'est que ça a été essayé, mais c'est vrai, je suis une seule patiente, en cas de grossesse. Et donc, cette publication, elle a montré la sécurité, l'efficacité de la molécule chez une dame qui est une myasthénie précoce, sévère, qui ne répondait même pas aux autres thérapeutiques, rituximab et autres, et qui a répondu à l'éculizumab après 3 grossesses. Donc, il a eu 3 enfants sous ce traitement, sans effet secondaire notable sur les enfants. Une petite comparaison entre les deux, qui n'a pas montré, c'est-à-dire l'éculizumab et rituximab, qui n'a pas montré de différence significative sur les scores étudiés, mais avec un profil de sécurité et d'efficacité plus tendant vers le rituximab, tant mieux pour nous. Alors, quelles sont les autres molécules qui ont été essayées? Et c'est toujours, je reviens sur le fait que c'est des essais sur des faibles séries, sur des cas cliniques particuliers. C'est le tocilizumab. Alors, le tocilizumab, c'est un anticorps monoclonal qui est anti-récepteur interleukine 6. Et quand on dit interleukine 6, c'est la molécule qui est importante pour l'activation des lymphocytes. Et donc, si on attaque cette interleukine, on va bloquer un peu l'activation des lymphocytes. Et donc, on va agir sur le cycle immunitaire par cette manière. 34 patients.
bonne efficacité du traitement, avec une rapidité, c'est-à-dire dès la 4e semaine, on a une réponse thérapeutique, et c'est pour ça qu'il a été proposé comme une option de première ligne potentielle. Là, on voit un peu les scores que je viens de citer, avec une nette amélioration sous traitement. Le nom commercial, c'est l'Actemra. 4e molécule, c'est l'efgartigimod. L'efgartigimod, c'est une particularité parce qu'elle représente le premier antagoniste de la fraction néonatale du récepteur FC. Une action très rapide et par contre une période de maintien qui est plus courte. Et elle a la particularité d'avoir un phénomène de piégeage des immunoglobulines qui est sélectif et donc il ne diminue pas la globalité des immunoglobulines, ce qui est un avantage. Donc la rapidité et le caractère sélectif. Elle était recommandée dans les myasthénies anti-RAC positifs. Les Pays-Bas, 16 patients, avec ce protocole de 10 mg kilo une fois par semaine pendant 4 semaines, et on a laissé le choix au médecin d'agir pour la suite des thérapeutiques en fonction des symptômes, de la gravité et du niveau d'IgG dosé. Alors ça, c'est les réponses, un peu dans le sens arrêt thérapeutique des autres immunosuppresseurs, surtout de la corticothérapie, et le recours aux immunoglobulines et aux échanges plasmatiques qui a nettement diminué après le début, la diminution d'IgG pathogène et sur le dernier diagramme, c'est la diminution des anticorps anti-RAC, qu'on sait très bien qu'ils ne sont jamais corrélés à la gravité, mais ils sont corrélés à l'évolutivité. C'est ça un peu les anticorps anti-RAC. L'autre molécule, c'est le belimumab. Mais je vais le citer rapidement, même si le résultat est négatif. Donc, on oublie ce nom. Mais pourquoi je le cite? Parce que c'est un anticorps monoclonal qui cible un seul facteur d'activation lymphocytaire, qui est le BLyS. Résultat négatif, ce qui a donné lieu à cette molécule. Cette molécule qui est le telitacicept, mais qui va agir sur 2 facteurs d'activation lymphocytaire, qui est le BLyS et l'April. Et contrairement à cette première molécule qui est inefficace, la deuxième, elle est très efficace sur les myasthénies réfractaires qui ne répondaient pas aux autres thérapeutiques, même de 2e niveau. Elle va agir sur les plasmocytes directement, de longue durée de vie, donc versus le rituximab qui a une action plutôt anti-CD20 directe. Et l'étude Princeps, c'est cette étude sur 16 patients, 8 hommes, 8 femmes, avec le protocole suivant, si vous voulez le noter. Et l'efficacité a été notable avec même l'arrêt du traitement parce que les malades ont présenté un statut minimal manifestation state constant, stable, et donc on a pu arrêter même le traitement et surveiller les malades au long cours. Et les résultats ont été remarqués à partir du 3e mois avec un maximum à 6 mois de réponse positive. Alors, cette diapo, c'est juste pour dire qu'on peut combiner. Dans les myasthénies réfractaires, il y avait une seule qui a combiné ce traitement et ça se justifie. Pourquoi? Parce que l'efgartigimod, il a une action rapide, donc on peut le privilégier dans les formes où il y a une nécessité d'agir rapidement et d'associer avec le telitacicept parce qu'il a une action plus lente mais permanente et d'entretien. Avant de conclure, je termine avec cette nouvelle molécule qui est le teclistamab. Le teclistamab, c'est un anticorps B spécifique qui va cibler la BCMA. La BCMA, c'est la Best Cells Maturation Antigen. Et donc, si on attaque cette molécule, donc on va bloquer les lymphocytes et elle permet d'éliminer tout ce qui est lymphocytes B mémoire, tout ce qui est plasmocytes, et donc va agir sur la production des anticorps et ce qu'on appelle une molécule de nettoyage en profondeur. C'est ça un peu la particularité de cette molécule. Et vous allez voir que ça ressemble au CAR T-cells thérapie. Ça ressemble un peu à ce... Alors, une seule publication, et ça a été sur une myasthénie LRP4, sévère, très sévère, et qui ne répondait pas aux autres molécules, même au rituximab. Mais quand on voit un peu l'évolution après traitement, elle était spectaculaire sur tous les scores, une rémission durable, arrêt de traitement à 3 mois, et aucun anticorps LRP4 détectable sur le dosage sérologique. Il y avait des effets secondaires, bien sûr, qui ont été soulevés, surtout l'hypogamma persistante. Donc, je termine avec le CAR T-cells thérapie, qui est une technique compliquée. Alors, le principe, elle est simple, c'est qu'on prélève le sang du patient,
on prélève les lymphocytes pour les remodeler génétiquement sur une cible. Par exemple, de reconnaître un antigène, c'est très utilisé en cancérologie, c'est très utilisé en hémato, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que je peux formater ce lymphocyte sur l'antigène BCMA qu'on vient de citer maintenant, et donc il va attaquer ces lymphocytes pour les détruire et donc éviter les réactions immunitaires et le développement des anticorps. Un pic après 10 jours, après la perfusion, c'est-à-dire on doit reperfuser ce sang et ces lymphocytes au même patient. Donc on prélève son sang, on modifie génétiquement et on le reperfuse, avec un pic après 10 jours et une diminution progressive de l'efficacité à 3-6 mois. Et c'est ce qu'on appelle le redémarrage sélectif du système immunitaire. Les autres, juste pour vous dire que ça existe, mais pas beaucoup d'études, pas beaucoup d'efficacité, le bortezomib, le tacrolimus, mais surtout la cladribine, que je trouve peut-être un potentiel thérapeutique dans l'avenir, parce qu'il y a un essai thérapeutique en cours, mais on n'aura les résultats qu'en 2030. Donc, il faut être patient. En conclusion, pas de définition consensuelle du myasthénie. Le sexe féminin, le début précoce, les muscats, les anomalies thymiques. Peut-être qu'on doit chercher des biomarqueurs de réponse, c'est-à-dire comprendre est-ce que ce patient va répondre à tel ou tel thérapeutique, mais ça va être compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de cas. C'est une pathologie rare. Peut-être utiliser le score, le SAM score et le Monte-Gaza Criteria pour un peu avoir le même discours. Essayer de partir dans les thérapies ciblées pour réduire un peu l'utilisation des approches générales qui sont très toxiques avec beaucoup d'effets secondaires. Et pour revenir sur terre, sur le terrain marocain, c'est-à-dire je pense que le rituximab reste une alternative très, très intéressante pour ces malades, avec les résultats aussi bien sur les muscats surtout, mais également sur les anti-RAC. Après, si on a un cas particulier, on peut discuter en fonction de la sévérité ou de ce qu'on veut comme rapidité d'action, les autres molécules. Et n'oubliez pas que c'est des thérapeutiques trop chères. Donc, le coût, ça représente un handicap important. Je vous remercie.